Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 895, mais avant ça je voudrais, même si j'ai fait une petite vidéo ce matin, remercier encore une fois tout le monde pour les 100 000, pour la barrière des 100 000 que j'ai passé, des 100 000 Nakama. C'est fou, cette vidéo a même pris du retard. Je suis en train de la faire en début d'après-midi alors que normalement elle aurait dû être tournée ce matin. Pourquoi? Parce que je reçois tellement comme message, vous imaginez pas, c'est un truc absolument de fou, voir le nombre de personnes qui sont contentes que j'ai passé les 100 000, c'est un truc de taré. Donc encore une fois un gros merci. Et si j'ai atteint ces 100 000 Nakama, c'est grâce à vous, c'est vous qui êtes derrière moi. Donc voilà, ça me fait super plaisir. Donc voilà, on arrête d'en parler. Mais je suis encore tout fébrile, je dirais ça comme ça. Bon, alors, on va parler du chapitre 895, parce que c'est quand même pour ça qu'on a fait cette vidéo, et c'est aussi pour ça que vous regardez cette vidéo. Ce chapitre, ça a été un chapitre global sur un combat, le combat de Luffy contre Katakuri, et ça, on l'avait déjà eu avant dans le chapitre, je ne sais plus combien, mais il y a quelques chapitres, je ne sais pas si c'est pas le 892, je dis peut-être des conneries, j'ai oublié de faire la petite vérif, où on avait eu justement ce combat, et même si l'autre il avait été assez bien, celui-ci, j'ai encore lu plein de fois, je vous jure, je vous raconte pas le nombre de fois que j'ai lu, où j'ai scruté vraiment toutes les cases. Et d'ailleurs il y avait une petite erreur qu'a fait Ishiroda, mais ça on va en parler justement à la fin de la vidéo. C'est un truc absolument de malade. On n'avait pas ressenti une telle intensité dans les combats depuis le Nouveau Monde. Depuis le Nouveau Monde, on n'avait pas ça, et c'est peut-être pour ça que ce chapitre m'a autant pris au trip. C'est-à-dire que le combat qu'il y a eu contre Odi, eh ben, c'était une pure rigolade. Le combat contre César, c'était une pure rigolade. Le combat contre Doflamingo était vraiment super intéressant, surtout avec la nouvelle transformation, avec le nouvel élément du Gear 4 et la déclinaison en Bondman. Mais il y avait eu cette pause au niveau des 10 minutes qui a un petit peu dilué. Et quand après Luffy il est revenu, c'est pour faire l'attaque finale qui était le King Kong Gun, qui a fait la ville comme un kebab. Quoi. Il y en a beaucoup qui ont bien apprécié cette expression à l'époque. Mais il manquait quelque chose. Le combat était bien, mais s'il avait été en une seule globalité, il aurait été encore mieux que s'il avait été coupé. Et après le combat contre Crackers, pareil, il n'y a pas grand chose qui a été montré, parce que il faut pas se voiler la face. Ichiro Oda a un énorme défaut au niveau de son manga, c'est tout simplement les combats qui viennent plus nous hyper comme ça a été le cas à une époque. Et le plus beau combat qu'il y a eu, et vous êtes énormément de personnes à le ressentir aussi, c'est tout simplement Luffy contre Luffy. Il y a d'ailleurs une similitude entre ce combat et le combat qu'il y a maintenant contre Katakuri, c'est-à-dire deux boss qui ont l'air absolument... c'est-à-dire qu'il est construit sur la même forme. C'est-à-dire qu'on a eu un mec qui semble inatteignable. Ça a été le cas au niveau de Water 7 quand ils combattent pour la première fois Luffy, ou quand ils se transforment, ils se font totalement éjecter. Je parle de Zoro et aussi bien sûr de Luffy. Et après quand ils y retournent, on se dit mais punaise, comment ils vont réussir. Et là on a eu une nouvelle transformation qui s'est mise en phase, c'est-à-dire le Gear Segundo. Et à partir de là, on a vu une nouvelle transformation de Luffy, et dans nos têtes, ça s'est dit, tiens, peut-être qu'il va y arriver. Et là, c'est exactement la même chose qui s'est passée. C'est-à-dire qu'à travers le haki de l'observation, on s'est tous dit, si Luffy arrive à le maîtriser, et s'il arrive à voir le futur, peut-être qu'il va réussir à l'avoir. Donc là, on est sur la deuxième phase, la même deuxième phase qu'il a fait justement avec Blueno. Quand on voit toutes les techniques qu'il a eu, on se dit, bah là, peut-être que maintenant il va réussir à battre Luffy. Et quand on voit le combat contre Luffy, on voit qu'il ramasse, qu'il tombe carrément dans les vapes, et à la fin, grâce à Usopp, il arrive à se relever, il arrive à niquer la gueule à Luffy. Et là c'est exactement la même chose qu'on aurait cru, c'est-à-dire que grâce aux tous les coups qu'il s'est pris dans la tête pendant 10 heures, et grâce au flashback qu'on a eu avec Rayleigh, on se dit Rayleigh a ici le même rôle que Luffy, c'est-à-dire que Usopp, c'est-à-dire qu'il vient être le révélateur pour atteindre un cap encore supérieur à la transformation. Et là on se dit ça y est, grâce à ça il va réussir à niquer la gueule à Katakuri. Sauf que dans ce chapitre là, c'est pas du tout le cas. C'est ça moi qui m'a énormément surpris à la fin, c'est-à-dire que tout ce que j'avais pensé qui allait se passer, et que je vous avais parlé justement dans la critique analyse du chapitre précédent, et aussi dans la théorie, où je me disais que c'est grâce au haki de l'observation qu'il allait pouvoir toucher Katakuri sans que Katakuri puisse l'esquiver, et bien là ici on ne le voit pas. Et ça justement on va reparler un petit peu plus tard. Mais par contre ce qui a été absolument magnifique au niveau
de ce chapitre, et il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé justement l'aspect graphique, moi j'ai trouvé que Eiichiro Oda, là, il maîtrise totalement le défaut qu'il avait, c'est-à-dire qu'il arrive maintenant à faire des combats qui sont magnifiques, super bien chorégraphiés, et surtout qui ont une putain de patate et qui viennent nous prendre aux tripes, et qu'on a envie d'être avec Luffy pour justement défoncer la gueule de Katakuri, même si encore une fois, on n'a pas envie que Katakuri perde. Et c'est de là d'où vient le titre de ma réaction live. Alors, je l'avoue, le titre avait aussi un aspect putaclic, mais ce que j'avais marqué dans le titre, pour moi, semblait réel, et je suis content que quand j'ai fait l'explication, qu'il y en ait beaucoup qui ont rejoint mon idée. C'est-à-dire que Eiichiro Oda arrive à égaler, voire même à surpasser Akira Toriyama dans la construction des combats et dans la lisibilité des combats. Pour rappel, Akira Toriyama, et ça on ne pourra pas lui retirer, a révolutionné le manga au niveau de l'intensité des combats. Il a mis en place une chorégraphie qui était hyper proche de l'animation. C'est-à-dire que quand il y a un épisode de Dragon Ball, l'animateur directeur reprend, et là DBTime pourra me dire justement dans les commentaires, vu que je sais qu'ils regardent mes vidéos, grand coucou à eux, pourront me dire si je me trompe ou pas, mais quand tu vois le combat, quand tu fais la transcription en anime, t'as l'impression que le manga, le chapitre qui est en lien, t'as l'impression que c'est le storyboard qui a été dessiné. C'est-à-dire que toutes les actions sont faites. Là où Eiichiro Oda, avant, il donnait un coup, enfin il faisait voir Luffy qui faisait un coup, et tu voyais après la résultante du coup, lui, Akira Toriyama, mettait tout un enchaînement au milieu. C'est-à-dire que tu sentais beaucoup plus le détail image par image du combat, chose qui a d'ailleurs été énormément repris au niveau de One Punch Man. One Punch Man est à un niveau encore au-delà, parce que lui c'est carrément un storyboard qui est action par action, mais tout ce qu'on a vu par exemple aussi au niveau de Kubo pour Bleach, qui lui détaillait énormément les scènes de combat, tout était hyper lisible. C'est-à-dire que vous prenez son dessin, d'ailleurs au niveau du dessin, Kubo il était absolument admirable, tu vois que tout est net, tout est fluide, et tu comprends parfaitement le combat. Alors que Oda, quand tu regardes une première lecture de son combat, t'y bites rien. Moi personnellement, même là dans le 895, j'ai absolument rien compris. Sauf que quand j'ai enfin percuté qu'il y avait des sortes de feintes dans les combats de Luffy, c'est-à-dire que quand les coups venaient d'autres endroits, quand tu regardes après tout ce que Eiichiro Oda a dessiné, tu comprends et tu les vois les informations. Et choses que tu n'avais pas par exemple avant. Et je trouve que c'est là où Oda a réussi à être vraiment fantastique avec une deuxième lecture. C'est-à-dire qu'en moins de cases, il rend une intensité identique à ce que fait Akira Toriyama. C'est ça qu'il faut. Et encore une fois, là on va pas revenir là-dessus. S'il n'y avait pas eu Akira Toriyama avant, peut-être que des mangaka comme par exemple Kishimoto pour Naruto, ou même d'autres, par exemple, je me rappelle plus qui c'est qui a fait Toriko, mais ou Tokiro, enfin bref, je mélange toujours avec ma dyslexie, mais on n'aurait peut-être pas les mangas qu'on a en ce moment s'il n'y avait pas eu à la base Akira Toriyama. Donc oui, Akira Toriyama a été le maître et a indiqué une voie, mais maintenant on arrive à aller au-delà, parce que ce que j'ai vraiment aimé dans ce chapitre, c'est le fait que les dessins soient brouillons tout en étant lisibles. Et ça, on va revenir à quelque chose pour moi qui m'avait énormément, que j'avais vraiment adoré. Pour ceux qui regardent un petit peu les films, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, mais c'est Man of Steel et aussi Batman v Superman. Quand on reprend justement au début le combat de Superman, tout est super flou. Pourquoi ? Parce que ça montre qu'ils vont tellement vite que l'œil humain n'arrive pas à se synchroniser, n'arrive pas à suivre le mouvement, n'arrive pas à suivre la vitesse. Et je trouve que dans ce chapitre, c'est exactement la même chose qui est mise en place. C'est-à-dire que tu vois les personnages qui sont assez mal dessinés parce que ça va hyper vite. Et justement, la forme du Gearcat Snakeman est justement sur cette vitesse. Et je trouve que c'est vachement bien représenté parce que tout est un petit peu bordélique, comme si que c'était tellement rapide qu'on n'arrivait pas à voir exactement ce qui se passait. Et ce qui est encore plus génial, c'est que quand on voit le dessin sur Katakuri, à un moment quand il envoie Luffy dans le sol, on le voit être complètement bestial et c'est très très mal dessiné. On voit une sorte de forme et tout, il y a plein de traits qui vont partout. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai eu l'impression qu'à travers ce dessin,
Ichiro Oda nous montrait qu'il y a une puissance qui est tellement présente dans Katakuri que Katakuri, à travers sa forme, n'arrive pas à la concentrer. On a l'impression que la force déborde et qu'il y a encore énormément de force dans Katakuri. Et c'est exactement pareil au niveau de la transformation de Luffy. Le fait d'avoir tout ce bordel, tous ces coups de crayon un petit peu partout, ça montre qu'on est à une étape où la puissance a du mal à être concentrée dans le personnage. Parce que pareil, quand tu vois des dessins où c'est hyper net et tout, t'as aucune projection mentale. Tu vois la chose et tu l'assimiles. Que là, le fait que ça soit bien brouillon, ça permet d'aller dans une sorte de nouvelle atmosphère, de nouveaux trucs. Je sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais moi, j'ai trouvé ce chapitre, l'art de ce chapitre est absolument magnifique. Et c'est surtout après, quand tu prends vraiment toutes les petites cases une à une, t'arrives à suivre le déroulement du combat qui est génial. Alors, tel que je voyais la base, c'était que à travers sa nouvelle technique et le fait que ce soit une technique qui est basée sur la vitesse, Ichiro Oda nous a surpris tout de suite en balançant la forme dès la première case. D'ailleurs, j'ai eu un bug, j'ai fait quoi? Déjà parce qu'on a l'habitude que Ichiro Oda nous présente les trucs un petit peu flous, un petit peu avec de la fumée et tout. Et c'est tel que je voyais le truc, c'est-à-dire qu'il nous fait une transformation qui est plein de fumée et à travers la fumée, qu'on ait le snake, tu sais, qui arrive directement, qui viennent nous surprendre, qui viennent nous sauter un petit peu à la gueule, comme il aurait sauté à la gueule de Katakuri. Sauf que non, là on voit la forme qui est directement comme ça. Et là on se pose la question, on voit que l'attaque d'ailleurs, elle est comme ça avec les poings. Donc ça après j'ai fait une petite recherche et il s'avère que c'est justement une forme du coup fou. D'ailleurs j'avais un pote qui m'avait fait 2-3 petits coups comme ça aussi, où le mec il attaquait vraiment qu'avec les bouts pour justement avoir des impacts beaucoup plus réduits, pour faire beaucoup plus mal justement à l'impact. Et là on le voit, et on voit que le coup se rétracte, alors que je pensais pas qu'il allait prendre le temps de rétracter. Et là après tu vois le coup qui part, et tel que je pensais le truc, c'est-à-dire que Luffy envoie l'attaque, Katakuri voit l'attaque lui arriver, donc à partir de là il esquive, sauf que Luffy, dans le futur que lui il voit grâce au haki de l'observation qui est hyper développé, il voit où Katakuri va faire l'esquive, et donc il va taper avec un léger décalage pour choper l'esquive de Katakuri. Et quoi que fasse Katakuri dans le futur, vu que Luffy, grâce au haki de l'observation qu'il aurait dû avoir normalement, tel que moi je pensais à la chose, il allait toujours pouvoir devancer Katakuri. Et c'est comme ça que je voyais le combat dans ce chapitre, c'est-à-dire que quelle que soit l'esquive, quel que soit le réflexe de Katakuri, on allait avoir un Luffy qui allait être supérieur à la vitesse et qui allait tout simplement le maraver jusqu'au moment où il tombe au sol. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et là encore une fois, Ichiro Oda arrive à nous surprendre, c'est-à-dire que quand Luffy fait une attaque, Katakuri esquive, et à partir de là, Luffy fait tourner son bras pour l'attaquer par rapport à un angle mort. Et le premier coup ça marche, et après quand on voit le deuxième coup, on voit que Katakuri arrive à bloquer, et déjà quand tu vois qu'il bloque, tu vois que sa masse musculaire, et je suis hyper excité, je vous raconte pas comment je suis excité à vous faire cette vidéo par rapport à... J'ai encore toute l'effervescence du chapitre qui est en moi, je vous jure, j'arrête pas de le lire, je le revis à chaque fois, enfin bref, donc il arrive à parer l'attaque, mais vous remarquez qu'au niveau du dessin, il est beaucoup plus mastoc, et il comprend maintenant l'attaque de Luffy avec justement le Culverin qui est pris par rapport au Flamingo, et ça justement on en parlera tout à l'heure parce que pour moi c'est peut-être une erreur qu'il y a au niveau de ce chapitre. Et après il arrive toujours à esquiver. Alors oui, on voit des cases où Luffy s'en prend plein la gueule et après Katakuri s'en prend plein la gueule, mais je ne vois pas, et c'est là que je commence à m'inquiéter pour le futur, je ne vois pas en quoi cette transformation va permettre à Luffy de battre Katakuri. Parce que si on partait, comme je l'ai dit tout à l'heure, du fait que si il va au-delà de la vitesse de Katakuri, au-delà de la réaction de Katakuri, et que Katakuri ne peut rien faire, en effet, cette transformation de Snakeman est supérieure, je dis bien supérieure en vitesse par rapport au Gear 4 Bondman, parce qu'avec le Bondman, il n'avait pas la puissance, enfin il avait la puissance, mais il n'avait pas la vitesse pour pouvoir aller au-delà du temps de réaction de Katakuri. Sauf que là, même avec cette attaque, Katakuri a un temps de réaction qui est supérieur. Et regardez bien à l'avant-dernière page, quand tu vois toutes les attaques de Luffy, et Katakuri, il arrive à tout éviter et il lui fout un bon grand coup de genou, ou de coude, putain, non, de genou, gros grand coup de genou dans la tête de Luffy qui se prend plein de gueule. Et là tu te dis, mais merde,
c'est quoi ce futur? Alors après, on sait qu'il y a justement le King Cobra qui arrive en dernière attaque, mais Katakuri, d'un autre côté, il a foutu aussi une attaque, je me rappelle plus le nom de laquelle, je suis tellement parti dans tous les sens dans ma tête que là, quand il fait sa transformation avec son bras, et il l'englobe, il arrive à prendre, comment ça s'appelle, Luffy, et à le foutre au 10e sous-sol, alors que Katakuri n'a pas encore touché le sol avec son dos. Katakuri est toujours sur ses jambes. Katakuri est toujours supérieur à Luffy. Mais c'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Ce qu'il est en train de nous montrer là. Comment je te pose la question. Comment il peut réussir? C'est ça qui est fou. Mais c'est ça qui est fou quoi. Même si tu vois Luffy qui est dans le sous-sol, qui dit putain j'ai faim, après qui remonte et qui continue à attaquer, même comment il s'appelle, Katarou il fait mais pourquoi tu parles pendant ton combat? Pourquoi il dit ça? Et Luffy dit je dis seulement ce qui me passe par la tête, maintenant c'est passé, là maintenant j'y vais. C'est comment je n'arrive pas du tout à comprendre la narration, le but de ce qui est en train de nous montrer. Parce que franchement, dans ce chapitre, en aucun cas, à part les premières cases, vous ne pouvez dire que Luffy est supérieur à Katakuri. Et c'est là où on revient au petit problème. C'est-à-dire que, normalement, on est dans un shonen. Le shonen, c'est la victoire, bien sûr, du héros. On voit ça un tout petit peu partout. Et c'est aussi la victoire que nous, on veut. Parce que dans une construction, il faut toujours que le méchant, même s'il devient gentil après, il faut toujours qu'il ait une construction où on le déteste, et le fait de le détester rend sa défaite encore plus jouissif, rend la victoire du héros encore plus jouissif. Et vous prenez la plupart des... Reprenez tout simplement Dragon Ball, quand tu prends Vegeta contre Goku, même si à la fin Vegeta arrive à s'en sortir, tu n'avais qu'une seule envie, c'est même qu'avec tous les meurtres qu'il y a eu juste avant, t'as eu la meurtre de... comment il s'appelle, le mec avec le troisième œil là, putain, Tenshin Han, la mort de Chaos, la mort de Yamcha. Si ils ont montré des morts ici, même si après ils sont ici, la mort de Piccolo, même si tu as des morts qui sont là, qui vont être ressuscités après, le fait qu'ils soient morts a pour but de nous faire détester Vegeta, pour rendre la victoire de Goku encore plus glorieuse. C'est exactement la même chose qui s'est passé au niveau de la mort de Jiraiya, si vous suivez un petit peu toutes les logiques de construction. Et ce qui se passe, c'est que plus le mec est détestable, plus on a envie qu'il perde. Sauf que ici, toute, et je dis bien toute la construction autour de Katakuri, en aucun cas, on ne veut détester Katakuri, parce que même au départ, quand il fait des trucs, c'est pour protéger sa famille, donc on sent le mec qui est bon au fond de lui. Et après, ce qui se passe avec sa sœur et ce qu'il se fait lui-même avec le trident, tu ne peux que adorer. Donc, peut-être qu'ici, Ichiro Oda nous montre une possible victoire de Katakuri, chose que je ne veux absolument pas. Et ce qui se passe, c'est que là, pour ceux qui connaissent, on est exactement, et c'est ça qui rend le combat encore plus beau, on est exactement dans le même manga, dans la même construction que Hajime no Ippo. C'est-à-dire que Hajime no Ippo, il y a plus de 1000 chapitres, c'est un boxeur qui, avec abnégation, il s'en prend plein la bouche et tout, mais il arrive toujours à aller au-delà, il arrive toujours à combattre jusqu'à un moment où il perd. Et à partir de là, on a l'impression qu'il y a une renaissance. C'est souvent ce qui se passe dans tous les trucs, et c'est ce qui s'est passé au niveau de One Piece avec Shabondi, où on a eu une renaissance justement de l'équipage après les 2 ans, et à partir de là, on dit ça y est, ils ne vont plus perdre. Sauf que dans Hajime no Ippo, eh bien à un moment, Ippo, il perd à nouveau, et ça, personne ne le voit. Jusqu'à la dernière case où il remonte comme ça, avec une nouvelle technique, tu te dis ça y est, il va lui latter la bouche, et non, bim, c'est lui qui va au sol. Et là, tu es sur le cul. Et là, tu lis ton truc et tu te dis, mais putain, t'es sur le cul. C'est-à-dire que la construction est telle que quand tu as un combat, tu n'es pas sûr de la résolution du combat. Quand tu prends Bleach, quand tu prends Naruto, quand tu prends One Punch Man, quand tu prends Dragon Ball, même avec ce qui se passe en moment au niveau de DBS, en aucun cas, tu ne doutes de la victoire de Goku. Bon, tu dates de la victoire de Vegeta parce que lui sera toujours étamé la gueule, hein, c'est son rôle. Mais jamais tu ne as douté de la victoire du camp des gentils. Sauf que là ici, dans One Piece, eh bien, même si dans ta tête tu te dis, mais oui, Luffy va gagner, c'est sûr, c'est ce que le fanboy dit au fond de lui, eh bien là, tu te dis, est-ce que il peut ne pas gagner? C'est ça qui est complètement fou, parce que vous imaginez l'impact si
Luffy ne guerre pas, si Luffy ne gagne pas, même si on a toutes les excuses, il a combattu depuis un bout de temps, il a combattu Crackers, il a été blessé, il n'a pas pu se reposer, il est en mauvaise condition, même le fait que quand il est dans le fond, ils disent ah putain j'ai faim, en vérité Shironoda nous dit bah vous voyez, là il est pas en pleine action, c'est-à-dire que même si Luffy perd, on aura toujours dans la tête de se dire ah oui mais il était pas à fond, si il avait été à fond, eh bien il aurait fait qu'une seule bouchée, hein, le serpent une seule bouchée, petit jeu de mots, de Katakuri. On aura toujours ce doute, et c'est ça qui est beau dans cette construction, et c'est ça qui est absolument admirable. Maintenant, je vais passer sur un autre truc, hein, parce que je suis en train de divaguer un petit peu, c'est tout simplement le Doflamingo. Alors, il y en a beaucoup qui me disent que je surestime beaucoup trop Doflamingo, mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment beaucoup trop Doflamingo. On va pas on va pas reprendre tous les combats qu'il y a eu et tout, mais il y en a beaucoup qui ont posé une question, et cette question est totalement légitime. Pourquoi Luffy n'a pas utilisé le Snake Man contre Doflamingo? Et ça quand même, je trouve que c'est une très très bonne question, parce que quand tu prends encore une fois toute la structure, toute la narration au niveau du combat, eh bien il aurait eu totalement sa place. C'est-à-dire que ici, moi l'excuse que j'avais, c'est que le Snake Man, Luffy avait besoin justement de trouver quelqu'un qui était assez puissant dans le haki de l'observation, quand il voit le futur, pour justement jouer avec lui dans le futur, et grâce à la vitesse de Snake Man, pouvoir lui latter la bouche, pouvoir tout le temps le devancer. Chose qui n'est pas présente dans ce chapitre, je le répète encore une fois. Donc, vu l'état physique de Doflamingo à l'époque, je me dis que sûrement, et vous me le direz dans les commentaires, avec la version de Snake Man, peut-être qu'il aurait réussi à latter Doflamingo. Et l'autre chose que je me suis aussi posé comme question, c'est que le fait de voir dans le haki le fait d'avoir le haki d'observation qui est développé, le fait de pouvoir voir le futur n'est pas quelque chose qui est seulement que Katakuri qui le fait. Chose que je pensais au départ. Je pensais que c'était l'un des seuls qui le faisait, que c'était presque inconnu, sauf que Rayleigh nous l'explique dans le flashback en disant eh bien ça, il y en a plusieurs qui arrivent à le faire, donc c'est sûr que tu vas en rencontrer un. Quand on connaît Doflamingo, la puissance qu'il a, le haki, le haki des rois, le contrôle de son fruit du démon avec justement l'éveil, il fait partie de la mafia, il a énormément de renseignements sur tout ce qui se passe, hein, il connaissait vraiment Luffy, ce qu'il faisait. Je ne comprends pas, vu la technique qu'il avait, comment il n'a pas pu chercher à avoir le haki de l'observation pour voir le futur. Parce que ça a l'air d'être quand même un truc lambda. Ça a l'air d'être un truc lambda, façon de parler. Mais quelqu'un qui a un haut niveau, il peut y arriver. Parce que d'un point de vue intelligence et d'un point de vue contrôle, je pense qu'il est d'un niveau d'un Katakuri. D'un point de vue endurance, je pense qu'il a aussi cette capacité. Et c'est ça que je me pose comme question. C'est-à-dire que je comprends encore une fois le but de la narration, que Doflamingo a été amené pour présenter l'éveil du fruit, et que justement Katakuri a ce but de nous montrer un nouveau niveau au-delà du haki de l'observation qui est la vision du futur. Mais l'inconvénient, c'est que tel que nous a été présenté Doflamingo, tous les trucs qu'on a vus ne tiennent plus en place. Parce que Doflamingo, c'est pas de la merde. Même s'il avait peur de Kaido, je pense qu'il avait peur de Kaido en lui-même, qui est un empereur, il n'avait pas le niveau, mais je pense qu'il a parfaitement le niveau pour pouvoir faire jeu égal avec un Sweet Commander ou alors un bras droit de Kaido. Parce que même s'il a été battu par Luffy avec le Gear 4, je pense qu'il y a eu un manque de... il y a eu un problème de construction avec le personnage. Parce que quand on reprend après tous les autres personnages au fur et à mesure du temps, on comprend leur puissance et on sait qu'ils ne vont pas être plus puissants. Par exemple Moria, on sait qu'il est resté là parce qu'il s'est fait latter la bouche par Kaido. On comprend la puissance de Odi, qui était un mec qui comprenait pas ce qu'il avait en face de lui, qui surestimait sa race au niveau des hommes poissons, au niveau de César pareil, c'est un mec qui joue beaucoup sur l'apparence et qu'en réalité est un faible qui aime bien se réfugier derrière les autres. Et quand on prend les personnages plus vieux comme par exemple Crocodile, c'est seulement dû au fait qu'à l'époque Ishiro Oda, quand il a fait la construction du personnage, il pensait que ça allait se terminer beaucoup plus rapidement. D'où la petite erreur de construction, et après quand on voit ce qui se passe au niveau de Marineford. Donc là vous avez les petites choses. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Parce que quand on voit la vitesse du Gear 4, quand on voit par exemple, on reprend Dressrosa et qu'on voit Doflamingo, on voit Luffy arriver face à Doflamingo, on voit le reflet au niveau des lunettes, et après on voit une sorte de téléportation pour qu'il lui fasse le coup de côté. Donc là, encore une fois, d'un point de vue vitesse, on voyait que le Gear 4 avait quand même une très grande vitesse. Or, ici, dans le Snake Man, la vitesse qui est montrée, elle n'a pas l'air hyper supérieure à celle qu'il y avait dans le Gear 4. Je sais pas si vous... J'ai du mal, franchement, à comprendre la grosse différence qu'il y a, même si on voit qu'au niveau de la forme, elle est super belle, qu'elle est beaucoup plus fine, qui permet une meilleure concentration, mais l'impact de la vitesse n'est pas aussi violent, parce que pareil, quand on voit les impacts que reçoit Katakuri, on voit qu'il y a quand même de la patate dans cette technique. Donc c'est vraiment pour moi l'une des erreurs qu'il y a. Par contre, ce qui est vraiment excellent, encore une fois dans ce chapitre, c'est qu'on voit une utilisation du Haki des Rois. Le Haki des Rois, comme on l'avait vu avec Shinjao, comme on l'avait vu aussi avec Doflamingo, parce que Doflamingo possède le Haki des Rois, on voit qu'une personne qui combat avec le Haki de l'armement peut mettre du Haki des Rois dedans pour renforcer l'attaque. Et ça, on le voit à chaque fois qu'on voit des impacts avec des éclairs, c'est absolument ce qui nous est montré. Et comme on nous a montré au chapitre précédent que justement Katakuri avait cette compétence du Haki des Rois, là on la comprend mieux. Et il y a aussi autre chose qui nous est montré, c'est-à-dire que le haki de l'armement, on le voit quand le bras est totalement noir, quand il se passe quelque chose. Quand il devient avec une forme tribale, je pense que c'est un niveau supérieur de haki. Parce que les seuls qu'on a vu pour l'instant avoir cette capacité, c'est Big Mom. Quand il y a le Gear 4 qui combat contre Big Mom, j'étais même surpris qu'on voit ce haki de façon tribale. Et c'est un petit peu ce qu'on voit ici, encore une fois, dans ce chapitre. Et je trouve que c'est vraiment superbe. Et encore une fois, c'est pas vraiment expliqué de la part d'Ichiro Oda, mais c'est des mises en scène qui nous font suggérer que il doit y avoir cet élément qui est mis en place. Donc enfin bref, encore une fois, plein de choses à dire. Il y a une pause de 2 semaines, je ne sais pas si la semaine prochaine on va avoir la finalité du combat ou si on va partir justement sur le gâteau et sur Big Mom et toute la famille. Petite erreur que j'ai vue, c'est à un moment, quand on voit le bras de Katakuri, quand il englobe justement Luffy, qu'il le colle avec justement tous les pics et qu'il le fait tourner, on voit que Luffy est redessiné en version normale. Donc ça c'est une petite erreur que j'avais remarqué et après qui a été montrée par je sais plus quel mec au niveau de Twitter, donc je suis pas le seul justement à avoir vu cette petite erreur. Alors petite erreur, je sais pas, qui sera peut-être après transformée, rectifiée dans la version manga, parce qu'encore une fois c'est une pré-publication et après dans la version manga il y a des choses qui sont un petit peu transformées. Donc voilà, que dire de plus au niveau de ce chapitre? Bah rien du tout, à part que, encore une fois, il a été absolument admirable, que j'ai qu'une seule hâte, c'est de le voir en version animée, parce que je pense qu'on s'en prendra plein la bouche. Petite annonce, jeudi, il n'y aura pas de chapitre, donc on fera un live pour parler un petit peu de ce chapitre. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Mercredi, on fera une petite réponse à vos commentaires, parce que vous avez l'air de bien aimer ce format. Encore une fois, merci de me suivre aussi nombreux, et surtout n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.